Bonjour à tous. Déjà, premièrement, merci beaucoup Karim de me permettre d'échanger, de me présenter, de présenter un peu mon travail et de manière plus globale la préparation mentale. En tout cas, ma vision de la préparation mentale, parce que je pense qu'on peut avoir plusieurs visions dans ce même champ. Donc moi, je suis un ancien sportif, passionné de basket pendant très longtemps. Euh, et, euh, et j'ai eu une courte carrière jalonnée de blessures qui m'a beaucoup fait réfléchir sur moi, mon entraînement, les erreurs que j'ai pu commettre. Et du coup, j'ai passé les 10 dernières années à vraiment essayer de comprendre les fondements de la performance, à la fois au niveau physique, au niveau physiologique, au niveau émotionnel et donc bien entendu au niveau mental. Donc je me suis formé en préparation mentale en 2012 et c'est vrai qu'à ce moment-là, ça a changé complètement ma perception du sport, de ma pratique, de la pratique sportive de manière classique et bien sûr du basketteur. Et par la suite, j'ai évolué en me spécialisant dans un travail respiratoire qui pour moi était au centre de, de l'amélioration des aptitudes mentales. Donc aujourd'hui, je continue à apprendre, je continue à me développer. Et mon travail vraiment consiste à amener le plus de sportifs, pas que basketteurs, mais aujourd'hui, on va parler dans mon environnement basket, d'aller vers ce travail qui malheureusement est encore pour moi méconnu. Donc je vais demander à Karine de lancer le petit visuel que j'ai préparé pour, voilà, je te remercie. Donc, voilà, simplement un titre, respiration et préparation mentale, parce que mon intention première ici est de faire un lien, de faire le lien entre préparation mentale et respiration, ce lien qui pour moi n'est pas toujours fait. Euh, et donc, moi, dans ma vision des choses, c'est un lien très fort et on a besoin de le comprendre pour pouvoir le mettre en place. Donc, on va diviser cet échange, en tout cas mon intervention, par 5 petits points. Je vais vraiment démarrer sur redéfinir peut-être pour certains, simplement ce que j'entends par respiration et par préparation mentale. Et j'irai un peu plus loin dans la définition parce que je vais redéfinir mon focus particulier qui est la respiration fonctionnelle. C'est encore un peu plus précis, mais voilà, je tenais à faire ces définitions plutôt simples pour restituer un peu la direction qu'allait prendre mon intervention. En deuxième point, je vais aborder pour moi ce que j'appelle le constat, parce qu'il faut être en capacité de faire ce constat aujourd'hui pour avancer, pour faire évoluer les choses, pour grandir, pour se développer. Donc il y a besoin d'un constat au départ, et donc ce constat va être l'état de la préparation mentale pour moi aujourd'hui dans le paysage sportif français, et ce même état concernant le travail respiratoire. Donc ensuite, on verra le lien réel entre respiration et préparation mentale. Et puis, comment intégrer le travail respiratoire et mental dans l'accompagnement individuel et collectif, parce que pour moi, effectivement, ici, c'est une chose d'avoir l'information, d'avoir les connaissances, d'avoir la manière de procéder, mais c'est une autre chose, bien entendu, de l'intégrer à part entière dans un vrai processus collectif, dans un vrai travail individuel et collectif, tout au fil d'une saison, voire de plusieurs saisons. Donc, c'est ici pour moi très important de présenter les choses de cette manière-là. Et enfin, on va conclure en essayant de mettre en valeur les points importants de mon intervention. Et ensuite, je l'espère, on pourra faire un échange. Je pourrais peut-être répondre à vos questions si vous en avez par rapport à ce que j'aurais développé aujourd'hui. Donc, définition. Si on essaye de définir de manière simple ce qu'est la respiration, c'est en fait, ça désigne à la fois des échanges gazeux résultant de l'inspiration et de l'expiration de l'air et la respiration qu'on appelle cellulaire, qui est au cœur de notre fonctionnement, au cœur de nos cellules, au cœur de nos tissus, qui permet d'obtenir de l'énergie.
Alors ici, ça paraît basique, ça paraît simple. On a cette information-là. On n'a rien appris spécifiquement, mais encore une fois, c'est acté, c'est ancré que nous avons une respiration cellulaire. Au plus profond de nos cellules se produit une respiration. À l'intérieur de chacune de nos cellules se produit une respiration. Et le résultat de cette respiration est de l'énergie. Donc, à partir de cette idée-là, ce que j'aimerais que vous gardiez, c'est notre respiration fournit de l'énergie, donc notre carburant, en tout cas, l'un des carburants préférés de notre corps est l'oxygène. Parce que c'est des processus liés à l'oxygène qui vont venir créer de l'énergie. Donc, si on essaie de parler de performance, si on essaie de comprendre la performance, en tout cas d'essayer de trouver des facteurs qui vont encourager cette performance, il est important de forcément regarder quel est le carburant en place. Si on compare notre travail à un travail spécifique, par exemple, d'une automobile qui doit faire une performance, par exemple, le 24 heures du Mans ou de la F1, ils ne peuvent pas omettre la qualité et la quantité de carburant en présence. Et pour moi, aujourd'hui, malheureusement, on va le voir dans le constat, mais c'est un peu l'idée en place. C'est-à-dire qu'on oublie que la respiration cellulaire a pour résultat l'énergie. La deuxième chose, si on essaie de définir la préparation mentale de manière plutôt simple, on peut la définir comme un entraînement qui consiste à développer les habiletés mentales et cognitives avec objectif d'optimiser la performance. Donc ici, on essaye de développer des habiletés mentales et cognitives. Donc c'est vraiment le premier objectif, avec des moyens divers et variés, mais l'intention, c'est vraiment de développer ces habiletés-là. Il est important de comprendre aussi que ces habiletés ne sont pas développées naturellement chez tous. Il existe des personnes qui ont cette capacité innée d'aller chercher, d'aller améliorer leur développement mental naturellement, sans l'aide spécifiquement d'un préparateur mental, d'un coach, d'un entraîneur, d'un assistant ou d'une personne qui va avoir ce rôle-là. Malheureusement, ce n'est pas tous les sportifs que nous avons rencontrés. Il existe énormément de sportifs qui ont besoin de cette aide, de cet apport, de cette connaissance, de ce travail spécifique pour les aider à développer ces habiletés-là. Donc, encore une fois, moi ici, si je définis la préparation mentale, elle a tout son sens et elle est vraiment centrale dans le travail du sportif. Et pour moi, le travail respiratoire est inclus dans l'entraînement pour développer les habiletés mentales, dans le travail mental. Parce que les deux sont liés. C'est en travaillant notre respiration qu'on peut avoir un accès direct à nos habiletés mentales. Donc, on va voir comment ce lien peut naître, peut s'entretenir, peut se renforcer pour aller de plus en plus vers la performance. Donc, ici, si on devait faire un constat, si on devait essayer de regarder les choses comme une photographie de la carte actuelle, de ce qui se passe actuellement dans le paysage sportif, on se rend compte que la préparation mentale aujourd'hui est vraiment pas perçue dans sa globalité, n'est pas utilisée de manière optimale. Je fais souvent le rapprochement avec l'état de la préparation physique il y a encore 10-15 ans, où un préparateur physique était un peu vu comme quelqu'un qui amenait des techniques, des méthodes qui n'étaient pas forcément prouvées. On ne savait pas pourquoi il faisait ça. Et vu que le passé ne nous avait pas montré que le préparateur physique avait son importance, on ne faisait pas forcément confiance à ces personnes-là. Aujourd'hui, j'estime que la préparation physique a fait énormément d'avancées, a convaincu, a prouvé qu'elle avait sa place dans l'accompagnement individuel et collectif. Et aujourd'hui, un groupe pro, pour moi, contient un préparateur physique. Ou en tout cas une personne qui a ces connaissances-là et est en capacité de mettre en place des programmes de préparation physique.
Donc aujourd'hui, le débat sur la préparation physique n'est plus à faire parce que, entre guillemets, c'est accepté pour développer la performance. Et moi, j'aimerais que la préparation mentale puisse être de la même manière perçue, compris, puis intégrée dans un contexte qui permette justement d'aller vers encore plus vers l'amélioration de la performance individuelle et collective. Donc le constat concernant la préparation mentale, c'est vraiment que il y a encore un effort à faire, il faut encore creuser, il faut encore comprendre, il faut peut-être regarder aussi, je pense, ce qui se fait dans les pays qui ont peut-être plus de meilleurs résultats. Pour moi, c'est toujours important de regarder ce qui se fait ailleurs, pas pour copier-coller, parce que pour moi, ça ne marche pas, mais simplement amener des idées, amener des billes et commencer à travailler ce qui se fait de mieux autour de nous pour aussi nous évoluer. Donc le constat actuel, malheureusement, concernant la préparation mentale, est que la préparation mentale n'est pas du tout perçue sous un angle positif et donc, à tout à l'heure, très peu intégrée dans les collectifs professionnels. Au niveau du travail respiratoire, le constat est malheureusement le même, c'est-à-dire qu'on va très peu connaître l'impact du travail respiratoire. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il existe d'autres coachs qui font spécifiquement le travail que je fais, c'est-à-dire contacter des joueurs, contacter des équipes, contacter des groupes spécifiquement pour amener un travail autour de la conscience respiratoire. Amener le sportif à ne plus fonctionner uniquement inconsciemment au niveau respiratoire. Produire un effort sans avoir conscience de l'énergie qu'il dépense, de tous les processus internes. Quand on fait ce travail, on passe d'un état d'inconscience à un état de conscience. Et ce passage-là, pour moi, crée un changement qui va vraiment impacter à la fois le sportif lui-même, mais son environnement et sa manière d'interagir avec cet environnement. Donc, c'est important de comprendre qu'aujourd'hui, le constat concernant le travail respiratoire est encore plus alarmant parce qu'on ne connaît pas, personne n'a encore réussi à vulgariser, à diffuser le travail respiratoire pour qu'il prenne toute sa place dans le rôle qu'il peut jouer face à la performance sportive. Donc voilà pour les constats. Maintenant, si on parle de lien entre respiration et préparation mentale, il est important de saisir déjà les bénéfices de la respiration consciente. Ici, comprendre que respirer de manière consciente, je pourrais aussi dire respirer de manière fonctionnelle, en abordant un peu plus la respiration fonctionnelle, cela va avoir des conséquences sur le corps, sur les émotions, sur la manière de gérer nos émotions, et aussi sur la manière de gérer nos différents états mentaux. Donc, on va avoir au niveau physiologique une capacité à détoxifier le corps, augmenter l'oxygène en présence dans le sang, augmenter la vitalité, bien entendu, diminuer le stress, diminuer l'anxiété, améliorer la posture, aider à mieux gérer nos émotions, bien évidemment, et renforcer le système immunitaire. C'est important de comprendre qu'une bonne respiration va venir naturellement renforcer le système immunitaire. Ce système immunitaire qui est à la base de la réponse physiologique du corps à la performance, à l'effort, à la fatigue, à beaucoup de processus internes. C'est-à-dire que si notre système immunitaire est fatigué, on va avoir du mal à être performant. C'est deux choses qui vont être, malheureusement, qu'on ne pourra pas dissocier. Donc ici, quand on comprend l'impact que va avoir notre respiration, on se dit, si je respire mieux, si j'ai plus d'énergie, si j'ai plus de vitalité, si j'ai moins de stress, moins d'anxiété, si j'améliore ma posture, si je renforce mon système immunitaire, si j'ai une meilleure gestion de mes émotions, qu'adviendra-t-il de mon état mental? Qu'adviendra-t-il de mes habiletés mentales? Comment j'arriverai à mieux exploiter mes habiletés mentales, à exploiter mes habiletés cognitives? En fait, il s'avère que le corps a besoin de cette base, cette fondation pour aller chercher pour améliorer notre capacité à utiliser nos habiletés cognitives.
Donc, en gros, mieux je respire, mieux je prends conscience de moi, mieux je prends conscience, mieux j'améliore mon système immunitaire, ma gestion de stress, mon rapport à moi, plus il sera facile pour moi de me connecter et d'utiliser les habiletés mentales et cognitives. Donc, en fait, le lien est très clair. Il se fait à la fois dans le corps, mais aussi dans le champ émotionnel et dans le champ mental. Donc, en fait, ce lien-là est un lien naturel. C'est un lien qu'on ne peut pas casser. Un sportif, avec un dérèglement émotionnel, va avoir une résultante physiologique, va avoir une production hormonale déréglée, va avoir des dérèglements qui vont venir impacter sa performance. De la même manière, un sportif anxieux, frustré, angoissé, va avoir encore plus de mal, ici dans le champ mental, à venir exploiter d'autres habiletés qui pourraient le faire aller vers la performance. Donc la problématique ici, c'est de comprendre le fondement, d'où partent, euh, les fondements qui vont permettre au corps, à l'athlète et au groupe, si on démultiplie les athlètes, d'être performants. Et le fondement ici, malheureusement, ou bien heureusement, c'est le corps. C'est comment fonctionne ce corps, comment réagit ce corps, parce que ce corps est vraiment l'expression la plus basique de notre état mental et de notre état émotionnel. Donc un corps en santé, qui fonctionne bien, qui est fort, va normalement traduire un émotionnel fort et un champ mental encore plus fort. Donc, le lien ici, c'est un lien naturel. Donc, l'idée à comprendre, c'est celle que j'ai notée ici, c'est un corps avec plus d'énergie, de vitalité, moins de stress, d'anxiété, ainsi qu'un système immunitaire renforcé sera naturellement plus apte à utiliser de manière optimale ses fonctions cognitives et mentales. Donc, pour moi, cette phrase est très importante à comprendre, parce qu'elle fait le lien entre notre manière de respirer, notre conscience respiratoire, notre mécanique respiratoire, notre fréquence respiratoire. Donc ça, c'est des thèmes qu'on va aborder en respiration fonctionnelle. Et comment tous ces éléments vont venir impacter l'acteur, le sportif, dans sa performance. Et comment on va pouvoir, en améliorant ces processus-là, améliorer la performance in fine. Donc l'objectif est vraiment celui-là. Et en comprenant comment ces éléments sont imbriqués, on peut vraiment venir complètement, drastiquement pour certains, changer, améliorer la performance. Enfin, je vais aborder l'intégration du travail respiratoire et mental dans l'accompagnement individuel et collectif. C'est une chose d'avoir des connaissances ou de se tenir informé, d'avoir validé certains aspects, certains liens qui existent, comme je viens de vous montrer, entre respiration et performance. Mais pour moi, l'intégration doit être totale. Elle ne le sera peut-être pas demain. Et ce n'est pas mon intention qu'elle le soit demain, bien que je serais bien heureux. Mais elle peut être intégrée. Cette intégration pourra se faire dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans peut-être. Mais mon objectif, c'est qu'elle se fasse le plus rapidement possible. Que les clubs professionnels intègrent cette notion dans leur développement, dans leur mise en place, dans leur projet collectif et dans leur projet individuel. Que les acteurs, que les sportifs eux-mêmes soient poussés dans cette direction et eux-mêmes comprennent l'importance d'intégrer le travail respiratoire et mental dans leur approche, dans leur travail individuel, dans leur travail personnel, dans leur rapport avec leurs différents coachs extra-basket. Donc, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, on ne tient pas compte d'un élément, d'un facteur, qui n'est pas bien entendu le seul, mais c'est un facteur qui peut grandement améliorer la performance. Aujourd'hui, il est complètement nié, il est complètement mis de côté. Le sportif s'échauffe, joue, fait un effort, récupère avec très peu de conscience respiratoire. Avec une mécanique respiratoire qui n'est pas respectée, qui est très souvent mauvaise. Cela va avoir pour conséquence que le corps va venir dépenser plus d'énergie à l'effort qu'il en a réellement besoin. Le corps va venir avec des muscles respiratoires fatigués et faibles,
consommer plus d'oxygène qu'il en aurait eu besoin si les muscles étaient entraînés et forts. Donc, en fait, on se retrouve dans un champ où le sportif serait euh, comme une voiture avec le réservoir percé, troué. Donc, plus elle roule, bah, elle perd du carburant et du coup, bah, se retrouve très vite à court, donc fatigué, exténué, à bout de souffle, et en incapacité à ce moment-là, bien entendu, d'utiliser son potentiel à fond, c'est-à-dire d'utiliser complètement ses habiletés émotionnelles et ses habiletés mentales. Donc la problématique est physique, physiologique, elle est respiratoire. Comprendre que cette respiration, cette capacité de créer le lien entre ma respiration et mon environnement, me recentrer dans ma performance, me permettra d'être plus fort individuellement, de créer un lien plus fort avec les personnes en relation avec, sur le terrain avec moi, et du coup, de créer un groupe plus fort. Parce qu'ici, c'est important de comprendre l'importance de ce travail individuel, et puis de l'intégrer dans un travail de groupe. Parce que un groupe entier, fort, soudé, et qui individuellement a compris et acté la force de ce travail respiratoire et mental, pour moi, est un groupe qui peut arriver à des sommets en termes de cohésion, en termes d'information, de communication, en termes de dépassement. Tous ces éléments-là vont venir prendre leur place simplement parce que individuellement, il y a un travail de fond, une fondation qui a été mise en place. Bien entendu, je ne dis pas que uniquement en travaillant notre respiration et en améliorant nos habiletés mentales, on allait créer naturellement en une pierre deux coups, tout allait être tout rose et tout beau. Ce n'est pas ce que je sous-entends, mais simplement, je pense qu'il y a énormément d'efforts qui sont faits aujourd'hui au sein des clubs pour mettre en place des process euh, pour amener le groupe vers la performance. Je pense simplement qu'il faudrait rajouter ici ce travail respiratoire et l'intégrer un développement mental dans les groupes sportifs pour permettre encore un jump vers plus de performance, vers plus de compréhension de chaque individu. Et justement, excuse-moi, comment là, les coachs qui nous écoutent peuvent, eux, à leur échelle, comment de manière pratique peuvent-ils entamer ce travail ou entamer une sensibilisation ou peut-être même le faire pour eux-mêmes de manière pratique? Alors, de manière pratique, déjà, il faut trouver l'information. Aujourd'hui, ceux qui sont présents avec nous peut-être découvrent l'information ou ceux qui ont déjà travaillé dans cette direction-là, comme on a mis Guillaume Vizade, avec qui je travaille, avec la GIA de Vichy, avec qui je travaille depuis 2 ans, qui connaissent déjà cette information-là. L'idée est la même, c'est d'abord prendre conscience de l'information, première chose. Deuxième chose, se renseigner sur comment mettre en place les choses. Si c'est au niveau individuel, si c'est vraiment pour le coach, pour l'entraîneur, individuellement pour nourrir peut-être d'abord de données de connaissances, puis pour pratiquer lui-même, après, moi, je suis ouvert à faire ce travail-là, à rentrer en connexion, et puis à débattre, en tout cas à mettre en place des process simples pour aller dans cette direction-là. Après, quand on vient travailler au niveau du groupe, bien entendu, il va falloir mettre en place des process encore plus complexes parce que ça demande pour moi individuellement de pouvoir faire ce travail-là et puis d'intégrer ce travail-là dans un collectif. Et est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de choses que tu as mis en place, par exemple, dans ta collaboration avec l'équipe de Vichy, des choses, des éléments concrets que les coachs pourraient essayer de réinvestir et pourraient par la même occasion solliciter leur intérêt et leur envie d'en savoir plus? Alors, une chose, pour moi, le premier niveau, là on est dans le pratico-pratique. Quand on cherche à faire évoluer un joueur au niveau respiratoire et à pouvoir lui faire prendre conscience un peu plus de lui, il faut le faire passer de l'inconscience respiratoire, c'est-à-dire produire des efforts de manière inconsciente au niveau respiratoire,
a de la conscience respiratoire. Donc là, l'une des premières choses, si ce n'est la première chose de mémoire que j'ai fait avec Guillaume Vizade et son groupe de Vichy, c'est de leur faire prendre conscience de leur respiration, pas simplement quand on est allongé, mais aussi quand on est en course, quand on est en train de s'échauffer, quand on est en train de faire des allers-retours. Donc c'est un exercice que tous les coachs, à mon sens, peuvent utiliser, c'est utiliser uniquement son nez pendant l'échauffement. C'est-à-dire faire des allers-retours, s'échauffer, faire des passes, quelle que soit la forme de l'échauffement, mais uniquement en respiration nasale. Pourquoi? Parce que la respiration nasale va venir donner au corps tous les bienfaits de la respiration consciente. Dès l'instant où on coupe, on ferme la bouche et qu'on reste complètement en respiration nasale, on lance le processus de respiration consciente. Mais c'est important de le lancer pas uniquement au sol, pas uniquement en relaxation, mais aussi dans une forme de course, dans un échange, avec du ballon, en dribble, mais simplement de venir intégrer cette respiration consciente pendant le mouvement. D'accord. Et en faisant par exemple cet exercice simple, quels sont les bénéfices, les bienfaits que les joueurs vont pouvoir en tirer ou qu'un coach pourrait en tirer et comment il va pouvoir le constater? Alors, la première chose qui se passe quand on essaye de, ici, s'échauffer sans ouvrir la bouche, donc uniquement en respiration nasale, déjà, ça va faire le tri entre ceux qui ont une capacité respiratoire réellement entraînée et ceux qui ne l'ont pas. Parce que, de mon point de vue, on met le mot cardio dans énormément d'exercices qui ne sont pas en fait cardio. Un vrai travail cardio, ici, si vous faites courir un sportif en utilisant que son nez, on va tout de suite voir s'il est prêt au niveau cardio. Donc, la première chose que ça va créer chez le joueur, c'est qu'il va se rendre compte peut-être que c'est difficile pour lui de faire des allers-retours uniquement par le nez. La deuxième chose que ça va créer, et ici, il faut connaître le corps dans son fonctionnement, c'est que limiter le volume d'oxygène qui transite par le nez va venir augmenter, va venir dilater les vaisseaux sanguins, donc va venir augmenter l'oxygénation. Donc, plus d'oxygène qui vont arriver aux muscles, aux tissus, aux organes et au cerveau. Donc, ne serait-ce que fermer sa bouche, utiliser que son nez, on est en train de commencer d'améliorer le processus d'oxygénation. Et donc ça, le joueur va le ressentir parce qu'il va le ressentir par un bien-être. Si bien entendu, il est suffisamment bon au niveau cardio. Après, si on est sur un réel échauffement, tous les joueurs pro arrivent à s'échauffer, de mon point de vue, sans ouvrir la bouche, mais ils vont ressentir un bien-être, un peu plus de facilité et surtout un niveau de conscience de leur corps qui va augmenter. Parce qu'au départ, ils auront du mal peut-être à rester en nasal, en dribblant peut-être, en courant et en faisant tout ce qu'ils ont l'habitude de faire. Mais au bout de 5-10 minutes, ça deviendra comme quelque chose de naturel et le corps reprendra ses droits et là, on commencera à avoir un peu plus de résultats. Donc ici, la première chose, c'est faire le tri entre les capacités des uns et des autres. Il y a un bien-être qui naît naturellement et ce bien-être vient parce qu'on a amélioré l'oxygénation. D'accord. Et dans le cadre d'un coach qui ne s'échauffe pas, D'accord. Dans le cadre d'un coach qui ne s'échauffe pas. D'accord. c'est-à-dire juste avant un match ou juste avant un entraînement, qu'est-ce qu'un coach pourrait utiliser? Quels en seraient les bienfaits? Alors, pour moi, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Si on veut prendre ces techniques, ces méthodes pour venir les intégrer juste avant un match, sans les avoir intégrés en amont, en prépa, au début d'année, pendant la saison, à l'entraînement, pour moi, on ne va pas en tirer les bienfaits de manière optimale parce qu'en fait, le corps est comme une machine qui a besoin de choses cycliques. C'est-à-dire que plus on a cyclé, plus on a produit l'exercice, mieux le corps se porte et mieux il l'intègre. Donc ça, c'est une réalité aussi pour le travail respiratoire. Plus on fait ce travail, plus les joueurs vont l'intégrer et plus ils auront de bénéfices. Donc si on décide de l'intégrer que avant un match, déjà on aura très peu de bénéfices, mais surtout les joueurs vont être cassés dans leur routine, ils n'auront pas forcément la bonne réaction à ce travail-là. Pour moi, il faut l'intégrer à l'entraînement, dès le début de la semaine,
faire des exercices pour que les joueurs prennent cette habitude-là et arriver en match, soient enclins à le réaliser parce qu'ils ont déjà vu les bénéfices. Donc, c'est eux-mêmes qui vont avoir l'envie de se dire, tiens, on va se mettre, on va bien sûr, avec le coaching staff qui a mis tout en place, mais faire un exercice spécifique, parce que j'ai des exercices spécifiques qui peuvent améliorer la performance dans les 2-3 heures qui suivent. Donc, c'est-à-dire qu'on peut améliorer la performance d'un groupe en leur faisant faire un travail respiratoire spécifique 3 heures avant le match. Mais ça, on ne peut pas leur faire uniquement dès le premier jour, 3 heures avant le match, parce qu'ils ne sauront pas le faire correctement, ils n'y arriveront pas, ils auront du mal, ils ne comprendront pas. Donc, il y a beaucoup de barrières mentales qui vont se mettre en place, une barrière physique. Donc, l'intérêt, c'est d'abord leur faire travailler à l'entraînement et ensuite les habituer à ce travail-là et arriver en match, ça sera de plus en plus intégré et on pourra vraiment développer la performance au fil des matchs, au fil de la saison. D'accord. Donc moi, par exemple, en tant que coach, si je lance mon échauffement et que je donne cette règle-là de respiration nasale uniquement, je peux me l'appliquer à moi-même pendant que je suis en train de marcher sur la ligne, sur le terrain ou de revoir mes notes. C'est quelque chose que je pourrais m'appliquer à chaque séance comme une sorte d'exercice de respiration collective qui m'aiderait à en tirer le maximum. Exactement. Donc, si on vient du point de vue du coach, euh, être conscient de sa respiration sur le bord du terrain, pour moi, est l'un des premiers pas à avoir. Pas simplement pour être un coach calme et stoïque face à toutes les situations, parce que ça m'empêche d'élever la voix quand il y a besoin ou de mettre un point dans l'interaction qu'on peut avoir avec les arbitres. Donc, ça n'enlève en rien le coach qui a besoin de vocaliser des choses. Simplement, entre ces moments-là, être conscient de sa respiration dans son mouvement, dans son assise, dans tout ce qui se passe pendant le match, va venir ouvrir notre capacité à prendre de l'information et à gérer de l'information. Donc, cette conscience respiratoire ouvre nos capacités, décuple nos capacités. Plus cette inconscience respiratoire est en place, c'est-à-dire plus nous observons les choses et nous y réagissons sans vraiment tenir compte de, de ce niveau de conscience respiratoire, plus nous allons réagir émotionnellement, plus nous allons avoir des réactions aussi basées sur nos dérèglements mentaux. Et du coup, on peut se retrouver à reproduire les mêmes erreurs en tant que coach, bien entendu, et à avoir les mêmes problématiques qui se reposent match après match sans comprendre pourquoi ça se passe de cette manière-là. Et en fait, le problème, il est très souvent, même s'il paraît à l'extérieur, par rapport à tel ou tel joueur qui n'agit pas de la manière dont on souhaiterait, il y a une composante qui tient de nous et de notre attitude, notre comportement et notre image de nous et la manière dont on va transmettre cette image à nos joueurs. Donc, le travail personnel du coach dans cette direction-là, pour moi, est vraiment très important. Comprendre que ce n'est pas aussi le jour du match qu'il faut se demander quoi faire de sa respiration, mais bien entendu, prendre des temps pendant sa semaine, prendre des temps pour faire ce travail. Pour le coach, ça peut être même uniquement en mode de relaxation, ou on peut aussi le faire vraiment dans des exercices où on peut se caler en tant que coach pour garder la forme. Mais encore une fois, l'idée, c'est de se dire la conscience respiratoire est la clé, est la porte. Est la porte qui va ouvrir vers plus de gestion émotionnelle, meilleure gestion émotionnelle et meilleure gestion de ses habiletés mentales. Donc, cette porte-là, il faut l'ouvrir, il faut y aller. Moi, le premier, il y a encore 10 ans, je n'en savais rien et j'étais persuadé que je ne comprenais pas pourquoi je n'ai jamais eu ces habiletés exacerbées comme les grands basketteurs, mais c'est simplement parce que je n'avais aucune conscience de moi. Donc, le travail ici, il est vraiment personnel. Chaque coach doit se retrouver à faire ce travail et de se mettre face à lui. D'accord. J'ai une question de Corentin qui te demande si le coach fait ce travail de respiration consciemment, n'est-ce pas gênant dans un premier temps pour justement se concentrer sur le match plutôt que notre respiration? C'est une bonne question. C'est pour ça que je redis, si on commence à mettre en place les choses le jour J, le jour du match, sans avoir au préalable fait ce travail et, entre guillemets, pris l'habitude de cet état, pour moi, on va se retrouver dans le cas que souligne Corentin. Et ce n'est pas le cas ici que j'essaie de décrire. Moi, j'essaie de décrire un coach, par exemple, qui va, au départ de sa pré-saison, commencer à faire ce travail lui individuellement
Et dès le premier match déjà de pré-saison, il aura déjà suffisamment travaillé, pris conscience de sa respiration, être en capacité d'être conscient et d'interagir avec les arbitres, les joueurs et faire son job de coach sans aucune distinction, avec beaucoup de facilité. Mais c'est vraiment une question de répétition, de prendre l'habitude d'être conscient de soi. Et ici, donc, de sa respiration. D'accord. Et ce travail-là, comment on pourrait un peu plus concrètement le mettre en place, que ce soit avec des professionnels, avec un public adulte ou des jeunes joueurs? Euh, donc, comme je disais, la première intention, c'est celle-là, c'est leur apprendre à fermer la bouche. D'accord. Si on arrive, pour moi, chez les jeunes joueurs, on leur apprend à produire des efforts bouche fermée, pour moi, encore une fois, on vient de créer des bombes, mais des bombes physiologiques, physiques, des bombes de performance. Un gamin de 13-14 ans qui est capable de produire un effort bouche fermée, à 18 ans, n'aura pas du tout la même capacité cardio-respiratoire, cardio-pulmonaire, rien à voir. Ce sera deux joueurs complètement différents. Et de la même manière, un joueur pro qui, à 22 ans, commence à faire ce travail-là, à 23, 24, 25, il aura passé des paliers qui seront énormes. Donc, pour moi, le premier travail, c'est l'effort bouche fermée. Le deuxième travail, c'est venir réduire la fréquence respiratoire de l'athlète, du sportif, pendant la pratique. C'est-à-dire être en capacité de produire un effort et de respirer plus lentement que d'habitude, de moins en moins vite. Plus j'arrive à produire un effort intense en respirant lentement, plus je serai performant. Donc là, on arrive dans une dimension où on doit réduire nos déchets. Réduire, c'est un peu l'image qu'on a de notre planète, c'est ne plus dépenser, consommer de l'oxygène un peu en respirant bouche ouverte, en respirant un peu n'importe comment. Non, on doit être conscient. Ça veut dire qu'on doit réduire notre fréquence respiratoire à l'effort. Ça, c'est un signe de performance. Et la dernière chose, c'est en capacité de naturellement faire des apnées conscientes. Je parle d'apnées conscientes ici. Et spécifiquement après une expiration, dans l'effort. Donc, c'est trois niveaux différents. Si le sportif n'est pas déjà capable de faire un effort bouche fermée, ou même de s'entraîner tout son entraînement entier bouche fermée, on ne peut pas le faire passer tout de suite à des niveaux grandement supérieurs. Mais le premier niveau, c'est vraiment ça. Le deuxième niveau, c'est en capacité de réduire sa fréquence respiratoire à l'effort. Et le dernier niveau, qui est un niveau de réduction encore plus profonde, c'est ici où on est en capacité de produire un effort dans une apnée prolongée consciente. Ça veut dire que le corps sera en capacité de produire énormément d'efforts répétitifs sans dépenser beaucoup d'énergie. Parce qu'ici, comprenez bien, on parle d'énergie. La respiration, c'est parler d'énergie, comme j'ai dit au départ. L'oxygène, c'est notre énergie. Donc, ça veut dire que le joueur, in fine, sera capable de produire des efforts qui demandent beaucoup d'énergie au niveau métabolique, mais en dépensant peu d'énergie. Et c'est ça la performance. D'accord. Est-ce que tu as d'autres exemples? Puisque tu parlais d'apnée, est-ce que tu peux préciser Alors, je ce précise. que tu veux dire? Je précise, parce que quand on parle d'apnée, ça peut faire un peu peur à beaucoup de gens. Euh, Ici, je parle d'une apnée spécifique. Il existe deux types d'apnée clairement connus. La première, qui est l'apnée classique, c'est inspirer et faire une apnée, bloquer sa respiration. Ce n'est pas de cette apnée-là dont je parle. Moi, je parle de l'apnée qui se situe à la fin de l'expiration. C'est inspirer, expirer et faire une apnée. Cette apnée-là crée des adaptations physiologiques monstrueuses, énormes chez les sportifs, mais chez tout le monde. La première apnée, inspire bloqué, ne crée pas tant d'adaptations physiologiques que ça. La deuxième, pour n'en citer que deux. Si vous produisez ou vous vous habituez à produire des efforts en apnée après expiration, vous allez augmenter la production d'oxyde nitrique dans les fosses nasales, qui va ensuite transiter par les poumons et ensuite donc ouvrir, c'est un vasodilatateur naturel, qui va ouvrir les vaisseaux sanguins et donc permettre un afflux de sang plus grand et donc plus d'oxygène aux muscles. Donc ça, c'est un des effets de l'apnée après expiration. Le deuxième effet, c'est la surproduction d'EPO, d'érythropoïétine. Cette hormone que les cyclistes injectaient dans les veines, ils ne savaient pas, malheureusement, qu'on pouvait la créer naturellement
par de l'exercice respiratoire. Donc, on peut augmenter la production d'EPO endogène, c'est-à-dire l'EPO qui est produit par le corps, et donc décupler la performance du sportif simplement en l'apprenant, le forçant à produire des efforts, bien sûr après un entraînement, répétés en apnée après expiration. Donc l'idée ici, c'est de bien comprendre. Notre but en faisant ça, c'est pas faire chier notre athlète, c'est de développer sa performance. En gros, c'est de créer une adaptation physiologique. C'est ça notre objectif. On veut créer l'adaptation du corps à l'exercice qu'on est en train de faire pour permettre aux sportifs d'être plus performants. Tu as François qui demande, il adhère totalement à l'effort bouche fermée. Il demande si cependant ça ne pose pas un problème sur le fait de concilier la respiration fonctionnelle à la communication orale intensive qui va avoir lieu durant un entraînement ou un match. Cette communication qui est essentielle aussi pour le fonctionnement de l'équipe. C'est une très bonne question. Et je dirais répondre en disant simplement que lors de mon intervention, là, aujourd'hui, avec vous, je parle, je communique. Et ce n'est pas parce que je communique que je ne suis pas en capacité de respirer en conscience. Ce n'est pas parce que je communique que je ne peux pas, au moment où je ne communique plus, fermer ma bouche et revenir en conscience respiratoire par le nez. Donc ici, je prends mon exemple, qui est un exemple difficile, parce que dès l'instant où on échange et on communique énormément, on perd en conscience respiratoire. Mais un athlète classique qui, bien entendu, a besoin de communiquer. La communication sur le terrain fait partie d'un des piliers de la performance de groupe. Donc, il faut échanger, il faut communiquer. Mais ça n'empêche pas de fermer notre bouche lorsqu'on n'a pas besoin de communiquer pour revenir en respiration nasale. Et dès l'instant où on a besoin de communiquer, on ouvre la bouche, on échange, et puis on revient, on referme la bouche et on repart en nasal. En gros, on peut communiquer autant qu'on veut sur le terrain. Simplement, être toujours conscient de revenir à une respiration nasale lorsqu'on n'a pas besoin de parler. D'accord. Tu as une question de Nicolas qui te demande, pour les jeunes sportifs, quel exercice quotidien peut-on leur faire suivre pour mieux leur faire adopter cette technique de respiration? Alors, pour les jeunes sportifs, euh, il faut réussir à changer déjà, si ce n'est pas le cas, leur mécanique respiratoire. C'est-à-dire que la plupart des sportifs que j'ai rencontrés, voire tous, ont une mécanique respiratoire déréglée. C'est pour ça que le premier pas, c'est vraiment de rééquilibrer la mécanique respiratoire. Apprendre au repos à respirer en utilisant son ventre. Donc pour moi, chez les jeunes sportifs, c'est vraiment la première chose à faire. Être capable d'être allongé et d'inspirer, gonfler le ventre, expirer, rentrer le ventre. Utiliser son ventre, une respiration diaphragmatique, qui va venir engager le diaphragme et permettre au corps de se synchroniser avec son système nerveux et de venir un peu comme ça avec le système nerveux parasympathique, faire un peu un tampon pour permettre au corps de s'équilibrer. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre aux plus jeunes. Respirer par le ventre, au repos. Puis, on monte d'un cran, on leur apprend à respirer en intercostal à l'effort, c'est-à-dire toujours bouche fermée, mais quand j'inspire, ne pas juste être en thoracique, être vraiment dans cette conscience de l'écartement de ma cage thoracique à l'inspiration, puis j'expire à l'expiration. Apprendre aux sportifs à avoir une expiration profonde. C'est des choses simples, qui paraissent simples, mais qui est important à mettre en place chez le jeune. C'est-à-dire, donc améliorer la mécanique respiratoire, venir au repos, donc en relaxation, venir améliorer la respiration à l'effort, donc par le nez et dans une respiration intercostale, et venir améliorer la conscience de l'expiration. Parce qu'on parle beaucoup de l'inspiration parce qu'on a envie de prendre de l'oxygène, mais on oublie que pour bien inspirer, il faut être en capacité de bien expirer. Or, malheureusement, à l'effort, le jeune s'habitue très vite à expirer très peu pour reprendre de l'oxygène. Alors qu'ici, on doit l'entraîner à expirer longuement. Donc, je produis un effort et j'expire longuement avant de reprendre une inspiration. Ces trois éléments, par exemple, ici, que je vous donne, paraissent simples comme ça, mais si vous vous retrouvez avec un gamin de 15 ans capable de faire ces trois choses, il va améliorer sa posture, il va améliorer sa posture en course, sa posture à l'arrêt, il va améliorer encore une fois son attitude à percevoir ses émotions. Donc, à peut-être échanger concernant ses émotions ou à y réagir, à prendre du recul sur ses émotions et encore une fois, à améliorer ses habiletés mentales tout en améliorant son oxygénation.
Donc, c'est vraiment la respiration, lorsqu'on l'intègre, elle va toucher ces trois champs de manière vraiment très importante et permettre une meilleure, même un meilleur apprentissage chez le jeune, lorsqu'il en a besoin. D'accord. Alors, je regarde s'il y a une autre question. J'avais une question, pardon, de Corentin qui faisait suite à la sienne, qui te demandait est-ce que ce travail est à mettre en corrélation avec un travail d'aérobie à l'entraînement? Complètement, complètement, mais moi je l'intégrerais même, si je parle ici de la respiration uniquement nasale, graduellement à tout l'entraînement. Mais on peut le faire, on peut l'intégrer spécifiquement à travers aérobie, effectivement. Mais comprenez bien que le but, il y a des étapes à avoir et chacune de ces étapes a un sens et permet en fait une meilleure respiration à l'effort. Le but qu'on essaie d'atteindre, c'est d'améliorer la respiration à l'effort. Parce qu'à l'effort, cette respiration est déréglée et quand elle est déréglée, on connaît les conséquences. Donc ici, si on améliore cette respiration à l'effort, on améliore tout le reste. Donc pour le faire, il faut amener le sportif tout au long de l'entraînement. Alors, si on fait un entraînement spécifique à l'aérobie, c'est très bien, mais il faut vraiment l'amener tout au long de l'entraînement, des entraînements, des différents entraînements de la saison, à respirer d'une meilleure manière, d'une manière plus fonctionnelle, parce que là, du coup, on va décupler sa capacité de progresser. D'accord. Est-ce que tu fais un... Alors, ce travail sur la respiration. Est-ce qu'il y a un travail aussi que tu fais sur la gestion des pensées, ce qui se passe dans la tête, pendant qu'on fait ce travail sur la respiration? Très, très bonne question. Je ne sais pas qui a posé cette question, mais c'est une C'est moi. excellente question. Ah, euh, mon travail, ici, on parle beaucoup de travail respiratoire, mais mon travail ne se limite pas au travail respiratoire. Une partie de mon travail est aussi d'apprendre aux sportifs, jeunes, moins jeunes ou sportifs de haut niveau, à, premièrement, prendre du recul sur son champ de pensée. C'est très, très, très important. En capacité de ne pas être complètement identifié à son champ de pensée. Donc, un sportif identifié à son champ de pensée va réagir de manière émotionnelle à toutes les pensées qu'il recevra. Si c'est une pensée positive et qu'il le met dans un état de joie et d'excitation, il sera très excité. Mais dès le moment où il aura une pensée un peu plus négative, un peu tournée vers ses incapacités, ses limites, il tombera dans une réaction plus émotionnelle et il aura du mal à les gérer. Donc, le premier travail, c'est ici de savoir gérer ses pensées. Mais gérer ses pensées, c'est premièrement être en capacité de prendre du recul sur ses pensées. Deuxièmement, être en capacité d'observer ses pensées. Comme si ce n'était pas nous qui pensons, mais comme s'il existait un penseur et qu'on observait le penseur. Donc ça, c'est un deuxième step. Le troisième step est ici de venir s'installer entre deux pensées. Donc là, on est à un niveau très haut. Il faut avoir l'habitude de faire ce travail-là. Mais dès l'instant où j'arrive à emmener un sportif à s'installer entre deux pensées, pour moi, il peut atteindre son plein potentiel. Parce que mentalement, c'est la chose la plus dure qui existe. J'entends souvent dire, ah, moi, je suis fort mentalement, j'arrive à faire ci, je me pousse. Non, c'est pas se pousser, être fort mentalement. C'est pas courir vite ou sauter haut, marquer plein de points dans un match, être fort mentalement. Non, c'est sa capacité à s'installer entre deux pensées, à maintenir un espace de non-pensée pendant 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 minutes, 1 heure s'il le faut. Et plus on est en capacité de s'installer entre deux pensées, que l'on soit un coach, un joueur, un arbitre ou n'importe qui d'autre, on est en capacité de gérer tout le reste des informations qui vont transiter dans notre champ, nos informations émotionnelles et mieux gérer notre corps. Donc cette capacité pour moi, elle est au centre de mon travail, amener le sportif à se calmer et à se centrer. Et ça se fait aussi en corrélation avec ce travail respiratoire. Alors, j'ai deux questions. Je vais commencer par celle de Nicolas qui te demande comment respirer dans l'action de tir. Un peu plus précise techniquement. Alors, dans l'action de tir, il y a deux types de tirs. Il y a le tir lancer franc où voilà, on a un tir où il n'y a pas du tout d'interaction physique. Ici, voilà, c'est vraiment assez simple. Le but, c'est de très vite, si on sort d'une action rapide, de calmer sa respiration ici
pour calmer sa respiration, en fait, on doit venir, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, apprendre à la ralentir. Donc, on améliore même, ça c'est une petite parenthèse, la récupération du sportif quand il apprend à ralentir sa fréquence respiratoire à volonté. C'est-à-dire qu'il sort d'une action rapide, il se met dans ses francs, il fait des grandes inspirations, des grandes expirations. Ces grandes inspirations et expirations ont pour but de ralentir la fréquence cardiaque. Parce que quand la fréquence respiratoire et la fréquence cardiaque sont calmes, on va venir ralentir la fréquence des ondes cérébrales. Donc, on va venir être dans un état qui va être plus propice pour reproduire une gestuelle sain. D'accord? Donc là, on parle des lancers francs. Et si on est dans une action de jeu, ici, le but va être d'avoir un contrôle respiratoire suffisant pour lire le jeu, pour prendre la décision qui s'impose. Et si la décision ici, c'est de prendre le tir, de caler notre respiration sur le tir que l'on va prendre. Donc ici, par exemple, ça devient encore plus précis. Parce qu'en fonction du tir que je vais prendre, de la vitesse du tir que je vais prendre, que ce soit un tir en course, un tir à 3 points ou un step back, ma respiration doit se caler au tir que je vais prendre pour terminer dans une expiration au moment où je relâche le ballon. Donc, ça demande énormément de conscience pour arriver à ce niveau-là. Pour moi, il y a encore beaucoup de joueurs qui jouent, qui dribblent, qui prennent des pics, qui prennent des tirs sans aucune conscience respiratoire. Et donc, ils vont rater des tirs parce qu'ils vont peut-être prendre ce tir dans le stress. Malheureusement, je ne prends pas le cas où tout va bien et c'est facile, mais c'est un match stressant, on est en fin de match, je vais prendre mon pic, je dois prendre le tir, je vais tirer sur une inspiration ou sur mon step back, j'ai un peu de pression sur moi et du coup, mais parce qu'il n'y a pas de conscience. Et moi, le premier, j'ai fait ça toute ma vie. J'ai l'impression que mais parce qu'il n'y a pas de conscience. Il faut mettre de la conscience dans la course, dans la prise de pic, dans le spacing, dans tout ce qui se passe pour pouvoir être en capacité de contrôler encore une fois la manière de respirer au moment où je prends mon tir. Le but ici est de répéter ce tir, être capable de prendre ce step back 5, 6, 7 fois et idéalement de le mettre dedans si on en a besoin. Donc, créer un pattern, créer une routine cyclique lors de ce tir pour réussir à être plus adroit et être plus à même d'aller au bout de cette performance. D'accord. Franck te demande si la blessure peut-elle être une alerte à des problématiques de pensée négative ou des problématiques de respiration. Pour moi, les deux sont des facteurs. Alors, on ne va pas dire ici parce qu'on pense négativement, on va se blesser. Pour moi, c'est un parallèle qu'il ne faut pas créer comme ça. Même si la compulsion à entretenir des pensées qui vont dans la direction de nos limites, de nos peurs, de nos angoisses, est en capacité en fait à affaiblir le système immunitaire, à affaiblir le système hormonal, à affaiblir notre corps en fait. Parce qu'il faut bien faire le lien entre champ pensée, champ émotionnel et champ physique. Tout ce qui se passe dans le champ pensée va venir s'impacter dans le champ émotionnel. Ce qui se passe dans le champ émotionnel va venir s'impacter dans le champ physique, dans le champ du corps. Donc, une pensée négative, mais une deuxième, une troisième, une dizaine, une centaine, des milliers de pensées négatives au fil des mois vont créer un état émotionnel, puis un état physiologique qui peut encourager malheureusement la blessure. Maintenant, le lien n'est pas forcément direct parce qu'il peut y avoir, et il y a très souvent, d'autres facteurs qui vont venir aller amener vers cette blessure-là. Et dans le deuxième cas, le dérèglement respiratoire, de la mécanique respiratoire, est à la source des douleurs cervicales, des douleurs du bas du dos. Parce qu'en fait, lorsqu'on utilise peu ou pas notre diaphragme, le diaphragme est relié en fait à toute cette zone postérieure qui va être affaiblie. On peut affaiblir, par exemple, l'insertion ici des psoas. Donc, dans la course, on va vraiment réduire notre capacité à être performant au niveau physiologique lorsque notre respiration est déréglée. À l'inverse, si notre respiration reprend sa position au niveau mécanique, au niveau fréquence, on va venir améliorer le travail du diaphragme et donc améliorer le travail de tous les éléments qui sont en activité à l'effort. Donc, on va venir prévenir la blessure. Ça ne veut pas dire parce que je respire bien, je ne me blesserai jamais. On ne va pas non plus faire ce parallèle-là, mais on va venir prévenir, on va enlever ce facteur de blessure-là et peut-être que in fine, on améliore notre capacité à ne pas se blesser. D'accord. J'ai une question de Julien qui demande, existe-t-il des outils simples pour faciliter l'écoute des joueurs lors d'une séance vidéo ou lors l'écoute d'un discours de coach?
pour moi, le meilleur exercice d'écoute active, c'est de la conscience respiratoire. Si vous écoutez votre coach, si vous écoutez votre joueur, quelle que soit la personne que vous avez besoin d'écouter, fermez votre bouche, vous revenez à une respiration calme et consciente et vous aurez une plus grande capacité d'écoute, de compréhension de ce qui se dira de l'autre. Donc, la conscience de soi, la conscience respiratoire est à la base de l'écoute active. Parce que cette conscience aussi va venir calmer notre champ mental. Parce que plus notre envie est de répondre, de réagir, plus notre fréquence respiratoire est une fréquence déréglée et plus émotionnellement, on est aussi dans une émotion qui va être ici, qui va vouloir prendre le pas. Donc, en fait, notre objectif, c'est toujours de calmer. Et ici, si on veut écouter, il faut calmer. Donc, on calme d'abord notre respiration, qui va calmer notre cœur, qui va calmer notre champ émotionnel, qui va calmer notre cerveau, qui va calmer notre champ mental, et qui va nous permettre, encore une fois, écoute active est en capacité de prendre l'information, de prendre du recul sur l'information et d'analyser et de prendre une décision face à l'information que l'on aura prise. Alors, j'ai une question qui demande, une respiration optimale n'utilise-t-elle que le nez? C'est une bonne question. Pour moi, une respiration optimale n'utilise que le nez. Maintenant, bien entendu, on va essayer de ne pas être sectaire. Et ce n'est pas parce que, à l'effort intense, voire très intense, donc on a l'effort 100%, vous avez utilisé votre bouche, qu'on doit vous mettre à la poubelle ou que vous n'êtes pas dans une respiration optimale. Pour moi, qu'on a amené suffisamment longtemps de la conscience respiratoire à l'effort, on est en capacité même de respirer par la bouche à l'effort en gardant cette conscience. Et c'est le but du travail respiratoire, le but de la conscience respiratoire, ce n'est pas juste de vous faire chier avec votre respiration. Le but, c'est d'être conscient, c'est d'apporter de la conscience. C'est pour ça que je pars du principe que mon travail, c'est de la performance consciente. C'est d'amener la performance en conscience. Ça veut dire que je peux ouvrir la bouche et échanger, je peux ouvrir la bouche et récupérer, je peux ouvrir la bouche à l'effort. Si je suis conscient, le corps le percevra. Le problème aujourd'hui, c'est que très souvent, la respiration buccale est une respiration inconsciente, stressante, qui crée de l'anxiété, qui crée des dérèglements, qui va créer, augmenter les déchets. Donc, va créer encore un peu plus d'acide lactique, un peu plus de congestion. En gros, cette respiration buccale va venir limiter notre performance. Donc oui, il faut respirer par le nez, mais si vous respirez, vous récupérez 1 à 2 minutes par la bouche, puis vous repassez en nasal, ce n'est pas grave, tout va bien. Mais je préfère avoir un sportif qui est capable de consciemment récupérer par la bouche, puis repartir en nasal, plutôt qu'un sportif qui n'a pas ces données-là et qui va respirer constamment par la bouche, récupérer par la bouche, sans aucune conscience respiratoire. D'accord. Alors, une autre question de Romain qui demande quels sont les résultats que tu as pu obtenir avec tes clients basketteurs. Alors, il y a quelques années, quand j'ai commencé ce travail avec Charenton, par exemple, on a réussi à être champion de France en une saison. On devait se donner 4 ans pour être champion de France. Dès la première saison, on a réussi à être champion de France. Et ce travail-là, pour moi, a complètement changé le groupe, a changé la dynamique du groupe, a changé les capacités du groupe. Et il nous a permis de traverser cette saison de la meilleure des manières. Mais encore une fois, parce que j'avais eu la chance d'avoir un groupe soudé qui a pris l'information, a travaillé, a mis en place l'information. J'ai eu des résultats aussi, alors de manière ponctuelle, parce que malheureusement, dans mon parcours, quand on travaille avec des joueurs individuellement, les finances rentrent en compte et très souvent, un joueur va être en capacité de peut-être partir sur un travail d'1 mois, de 2 mois, et peut-être pas sur un travail d'une saison comme moi, je l'aimerais. Mais on a des joueurs qui ont vraiment eu cette capacité à, par exemple pour les shooters, à mieux shooter avec plus de régularité.
à mieux, par exemple, tirer les tirs arrêtés, les lancers francs. On peut avoir aussi, encore récemment, des joueurs, par exemple, espoirs, qui ont décuplé leur capacité à performer à ce niveau-là. En prenant conscience d'eux-mêmes et du coup en étant plus performants dans le groupe, en étant en capacité de mettre en avant les demandes du coach avec plus de force sur le terrain. Donc, il y a énormément de résultats différents que l'on peut avoir, mais c'est aussi dépendant de l'objectif du joueur. Moi, je peux avoir un joueur qui vient me voir, qui va me dire, moi, je suis un shooter et je veux améliorer mon tir ou améliorer mon efficacité au tir. Donc là, cette direction-là va être spécifique à ce joueur-là et on va rarement l'amener dans une direction parce que c'est quand même le joueur qui donne le là. Mais mon but, c'est toujours de prendre le joueur, d'écouter sa demande, son objectif, de l'amener à lui, de prendre conscience à lui et à partir de là, de l'emmener à faire ce travail-là. Donc en fait, le travail respiratoire peut être intégré à tout objectif parce que quel que soit l'objectif que l'on souhaite atteindre, on doit passer par cette conscience-là pour arriver à ces fins. Donc après, j'ai eu la chance aussi de travailler avec plusieurs années d'affilée avec le meilleur français en Pro B. C'est-à-dire c'est des joueurs qui se retrouvaient au top en termes de statistiques ici de points marqués en Pro B par ce travail-là, par ce travail de prise de conscience, par ce travail de conscience d'eux-mêmes, par exemple spécifiquement où on allait faire des séances tournées vers la conscience respiratoire, où on allait faire des séances de tir, des séances où le but n'est pas de marquer, le but c'est d'être conscient. Et quand on s'habitue à être conscient, on a la capacité à marquer qui revient beaucoup plus facilement. Donc le premier objectif, c'est d'enlever le joueur dans son avis continuel de marquer quand il fait une séance de tir, mais de l'emmener constamment à lui, à sa conscience de lui. Et quand il arrive à faire cet exercice de manière régulière, il arrive à tourner vers cette amélioration de la capacité de l'efficacité au tir encore plus régulièrement et ça se voit sur le terrain. Quand tu dis conscient là, dans ce travail de tir, il était conscient des sensations physiques qu'il avait, de son exécution gestuelle, mécanique? C'est Oui. ce que tu veux dire? Oui, mais aussi, surtout conscient de sa respiration pendant tout le travail. D'accord. Ça veut dire qu'il faut se rendre compte de ce que ça peut être. Moi, j'ai fait des séances de tir, je pense que personne ne fait en France. C'est mettre le joueur dans une difficulté classique liée au tir en le forçant à avoir un pattern respiratoire différent de tout ce qu'il n'a jamais eu. Je prends un exemple. On peut par exemple demander à un joueur, un shooter à 3 points, de marquer 3 tirs d'affilée dans chaque spot. Mais dès l'instant où il prend le premier tir, il n'a plus le droit de respirer. C'est-à-dire qu'il va inspirer, expirer sur le premier tir, et ensuite, après, à la fin de son expiration, il est en apnée. Donc, entre le moment du rebond, de la passe, où il catch, il retire une deuxième fois, du deuxième rebond, de la deuxième passe, où il catch et il retire une troisième fois, il n'a toujours pas respiré. Donc, il doit être en capacité de prendre 3 tirs à la suite, avec une seule respiration, et de mettre les 3 dedans. Quand vous habituez un joueur à faire cet exercice, qui est un exercice parmi tant d'autres, sa capacité à mettre dedans en respirant normalement est décuplée. Parce que c'est extrêmement dur de rester lucide, de rester fort dans sa gestuelle, ancré dans sa gestuelle, lorsqu'on n'a pas respiré depuis 3, 4, 5 secondes et qu'on est là dans le corner ou à attendre la passe qui arrive pour prendre ses appuis et prendre son tir. Donc ça demande beaucoup plus de calme, beaucoup plus de conscience. On peut faire ce même exercice en changeant encore le pattern respiratoire, en lui demandant par exemple, au lieu de tirer sur une expiration, de tirer au début de son inspiration. Mais si on demande à un joueur de tirer au début de son inspiration, on va casser sa mécanique de tir ici. On va casser sa routine. Mais le fait de le forcer à casser cette routine, on l'entraîne aussi à être capable de prendre des tirs beaucoup plus difficiles en match où il n'aura peut-être pas réussi à avoir cette routine idéale. Donc, je donne que ça, quelques exemples ici, mais il y a une myriade d'exercices qu'on peut mettre en place, ne serait-ce que sur du tir, mais encore sur d'autres aspects du jeu,
où on va venir changer la mécanique respiratoire pour venir influencer le joueur au niveau physiologique, mais aussi au niveau mental. D'accord. J'ai une autre question qui rejoint un peu ça. C'est est-ce que ce n'est pas trop fatigant pour le cœur d'effectuer des inspirations ou des expirations forcées? Alors, fatigant pour le cœur, c'est un travail pour le cœur. Pour moi, c'est ce qu'on appelle du cardio. C'est ça le travail cardio. Donc, comme tu le dis si bien, c'est faire travailler son cœur. Malheureusement, aujourd'hui, le cardio, aller sur un vélo elliptique, hop, et faire ça, oh, je fais du cardio. Non, tu ne fais pas forcément du cardio. Parce que tu ne travailles pas forcément ton cœur dans cette idée-là, dans cette direction-là. Par contre, moi, je peux te faire travailler du cardio en étant allongé par terre. Comprendre que le travail cardio, ce n'est pas le travail en mouvement. Le travail cardio, c'est le travail du cœur, le travail de la capacité cardio-respiratoire. Donc ici, si je vous mets au sol, je vous demande de prendre une inspiration, une expiration, de faire l'apnée la plus longue que vous puissiez faire après expiration, puis de reprendre une inspiration, de refaire une expiration, de refaire l'apnée la plus longue, puis de reprendre une inspiration, une expiration, et ainsi de suite. Vous allez être fatigué, votre cœur va se fatiguer. Vous allez finir l'exercice après peut-être 3, 4 ou 5 rounds en ayant envie de respirer de cette manière-là alors que vous êtes couché au sol. Donc ici, l'idée, c'est de comprendre qu'on peut même chez un sportif blessé qui ne peut pas courir, complètement travailler sa capacité cardio. Parce qu'après un entraînement comme celui-là, si vous retournez sur le terrain, votre cœur sera entraîné à produire ces efforts-là, à produire ce travail-là. D'accord. Je crois que j'ai posé toutes les questions. Euh, il y en avait beaucoup. Je te laisse le mot de la fin avant de finir. Et je crois que tu voulais faire un constat. Oui, le dernier, la conclusion. Euh, le constat en conclusion, voilà, c'était de faire un constat que je trouve moi alarmant, compte tenu de la place de la préparation mentale dans les organisations sportives. J'ai eu la chance d'en voir pas mal. Et pour moi, la place de la préparation mentale n'est pas encore vraiment ancrée dans chacune de ces associations sportives. Et je souhaite vraiment que ça le soit de plus en plus, en tout cas qu'on tende vraiment vers l'intégrer dans les projets sportifs des clubs, que ce soit des jeunes clubs, que ce soit des clubs euh, au niveau national, à tous les niveaux, parce que pour moi, ça a sa place à tous les niveaux. Donc, pour moi, nous devons vraiment amorcer un changement durable qui permettra de développer au mieux le sportif dans sa globalité. Et quand on parle de globalité, c'est comprendre que le basketteur, l'aspect technique, l'aspect tactique, bien entendu, prennent une part importante dans le développement du joueur. L'aspect physique prend une part très importante dans le développement du joueur. Mais l'aspect mental, incluant le travail respiratoire, prend aussi une part importante dans le développement du joueur. Donc pour moi, c'est voir le joueur dans sa globalité, c'est d'intégrer tous ces aspects-là pour l'aider à performer au mieux. Et donc pour finir, c'était de dire que ne pas tenir de l'état du contrôle et de la fréquence respiratoire d'un sportif à l'effort, c'est équivalent à ne pas tenir compte de la qualité et de la quantité de carburant que notre véhicule peut avoir lors d'un long voyage. Si je décide de faire un Paris-Marseille demain, la première chose que je vais essayer de faire, c'est de faire un plein du bon carburant. Aujourd'hui, nos sportifs se préparent à aller faire des matchs sans aucune connaissance ni de la qualité du carburant, ni de la quantité de carburant en place, et ils y vont sans cette connaissance-là. Donc pour moi, le fin mot de l'histoire, c'est ça. Si vous devez retenir une chose, c'est prenons soin de notre énergie, de cette énergie-là, de cette capacité-là que nous avons à traiter le carburant que nous avons à notre disposition pour aller vers la performance. D'accord. Si, pour poursuivre un peu la réflexion sur ce travail-là, est-ce que tu aurais des suggestions, des recommandations d'ouvrages, de choses que les participants vers lesquelles les participants pourraient se tourner? Euh, pour moi, l'ouvrage qui a changé
qui a complètement changé ma perception, alors que je ne me trompe pas dans le titre, c'est le livre de Patrick McKeown, qui est un Irlandais, qui a écrit, alors attendez que je vous le retrouve pour ne pas dire de bêtises, hein, qui a écrit Oxygen, qui a créé Oxygen Avantage, mais du coup qui a écrit voilà, The Oxygen Advantage. Ça, c'est pour moi l'un de ses livres les plus aboutis sur la compréhension scientifique et technique de l'influence de la respiration sur la performance. Donc, si vous aviez un livre à lire, pour moi, ce serait celui-là. Après, Close Your Mouth, il est pas mal aussi. Il a titré Fermez votre bouche. Donc, pour que vous compreniez bien que ce dont on a parlé aujourd'hui, ce n'est pas juste de temps en temps, ou c'est vraiment le titre de son livre, c'est Fermez votre bouche. Donc, c'est vraiment, et ce n'est pas que pour le sportif, c'est pour la santé de tous, le bien-être de tous, donc spécifiquement dans les maladies respiratoires. Donc, il y a vraiment, pour moi, une direction, un travail à faire dans cette direction-là. Et en termes d'ouvrage, pour moi, ces deux-là sont excellents. D'accord. Et si les gens veulent poursuivre la discussion avec toi, alors, où est-ce vous qu'ils pouvez peuvent me contacter par mon te joindre? mail. Mon mail, c'est sepmouniol@gmail.com. Sep, c'est SE2P. Mouniol, MOUGNOL, @gmail.com. Ou alors sur Instagram, je fonctionne pas mal sur Instagram. Bistato, B-E, plus loin, S-T-A-T-O. D'accord. Je viens de partager dans le chat le titre du livre que Sep a recommandé, ainsi que son adresse mail et le nom de son compte Instagram. Sep, je te remercie d'avoir pris le temps de nous parler de ce sujet qui, pour moi, est un sujet très important et un élément, comme tu l'as dit, encore sous-évalué, sous-utilisé en général par le sport. Merci pour ce temps, merci pour cet échange. Et puis, si... Merci à toi. Merci à toi, Karine, de m'avoir permis de présenter mon travail et de parler de ces sujets-là. Je n'ai pas souvent la chance d'avoir cette exposition-là. Alors, quand je l'ai, je remercie toujours la personne qui me permet d'exposer mon travail. Donc, merci à toi, Karine. Je te remercie. Pour les participants, je vous dis rendez-vous vendredi. On sera avec Jean-Christophe Prat qui nous parlera de l'attaque du pick and roll et des dribble hand-off, des mains à main. Voilà, prenez soin de vous et à vendredi. À bientôt. Merci beaucoup, Karine. Je t'en prie, Sep, à bientôt. Ciao. Ciao.